Bonjour. Bonjour. Est-ce que tout le vous pouvez nous faire part de vos questions, nous dire si vous nous entendez dans la zone de chat prévue à cet effet? Hop, ok, merci Michael, c'est bon, on entend tout, c'est nickel. Et on va attendre encore quelques petites minutes, 2 minutes, histoire que tout le monde arrive à se connecter et nous rejoigne. Et me dire aussi si vous voyez bien mon écran. Allez, super, merci à tous. Je vois que ça arrive, que ça se connecte petit à petit. Donc, je suis accompagnée de Claude aujourd'hui, que vous devez voir aussi. On va faire ce Bonjour Lila. webinaire en binôme. Bonjour Claude. Allez, j'attends encore un petit peu. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a des problèmes de réception, de son, mais il me semble que tout est bon. Écoutez, je vous propose qu'on commence. Je vois que tout le monde arrive à peu près à se connecter. De toute façon, le replay sera disponible pour ceux qui auraient loupé le début de présentation. Donc, il vous sera transmis. Aujourd'hui, on se retrouve du coup avec Claude pour vous présenter un petit peu les nouveautés autour de TEDxCare avec EBP. Donc, c'est une connexion qu'on a déjà en place, mais voilà, il y a des nouveautés, donc on va y revenir. On va revenir un petit peu également sur la réforme, les dernières actus. À titre informatif, on était chez Esquire en fait la semaine dernière sur leur journée des 40 ans et du coup, on est reparti avec pas mal d'informations, donc on va vous les partager. Un petit focus roadmap et puis Claude vous fera une démo pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la solution pour la revoir ou la voir tout simplement, la découvrir. Donc tout d'abord, on va refaire un focus sur Esquire. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne connaissent pas encore, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas. Donc Esquire, c'est une société qui existe depuis 40 ans. On les a fêtés la semaine dernière avec eux. Et qui est spécialisée dans tout ce qui va être facturation électronique, mais au sens large, avec beaucoup de modules autour de ça. C'est 95 millions de documents par mois, un chiffre d'affaires en 2024 qui atteint les 205 millions, conformité dans 63 pays, donc c'est vraiment un gros faiseur reconnu par les meilleurs experts et les leaders sur ce secteur. Esquire est immatriculé PDP, donc en attente de confirmation, hein, toujours pareil, ça je vais y revenir. Et puis surtout, Esquire, c'est un partenariat qu'on a monté dès 2022 avec Flowa. Aujourd'hui, ça fait à peu près 70 clients qui utilisent la solution et dont 12 partenaires qui sont distributeurs. Alors, comment s'est matérialisé ce partenariat? D'un côté, on avait Esquire qui a un socle technique très robuste, qui est un faiseur depuis des années, qui sait très bien de quoi il parle. Et de notre côté, on a Flowa, dont le cœur de métier, ça va être l'interopérabilité. Et nous, on s'adresse à des entreprises mid-market. Donc, c'est un partenariat à double sens, parce que nous, on utilise le socle fonctionnel riche d'Esquire qu'on a adapté à la PME et qu'on a connecté aux différents ERP. Et puis, d'un autre côté, eh bien, ça permet à Esquire d'avoir une ouverture de marché sur ce mid-market-là, parce qu'au départ, Esquire, c'est uniquement des très grands comptes. Donc, c'est vraiment à double sens. Et puis, Esquire distribue également le connecteur qui sert de connexion, le fameux API multi-ERP qu'on met à disposition des ERP, également à leurs clients. Donc, c'est vraiment un partenariat à double sens. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'offre, on va récapituler rapidement tout ce qu'on peut servir avec l'offre TEDxCare. D'un côté, on a TED, de l'autre, on a Esquire. Donc, avec TED, ce qu'on va faire, c'est un assistant de paramétrage pour pouvoir paramétrer les sociétés et avoir des temps de déploiement réduits. On centralise les comptes et les utilisateurs. La maintenance se fait à distance. Et puis, on a cette fameuse connexion aux différents ERP. Donc, on a Sage 5, 3, FRP 1000, EBP, pour l'instant, on va le voir juste après, uniquement la partie compta, Microsoft Dynamics Business Central et puis Penny Lane. Ce qu'on va faire dans les modules Esquire,
de notre côté, c'est qu'on va pouvoir traiter aussi bien sur la même plateforme la facture fournisseur, la facture client, la demande d'achat. On a des projets en roadmap pour rajouter des couches fonctionnelles à cette base Esquire, parce qu'Esquire, c'est une couche qui fait 15 modules. Donc aujourd'hui, nous, on en utilise 3, mais on a vraiment volonté d'augmenter ce périmètre fonctionnel. Et puis, ensuite, c'est Esquire qui va s'occuper de la connexion avec les autres PDP et du e-reporting vers l'administration fiscale. Les actus à retenir, du coup, qu'on a pu reprendre en compte sur la journée chez Esquire la semaine dernière, et surtout d'éviter les fake news qui peuvent être un petit peu déformées selon d'où on a l'information et comment elle a été transformée. Tout d'abord, on a des commissions AFNOR en cours, dont Esquire fait partie avec quelques PDP. Il y en a une quinzaine aujourd'hui qui travaillent sur ces commissions, avec des groupes de travail par thématique. Donc, par exemple, le cycle de vie des factures, les différents cas d'usage, les fameux 32 ou 35 cas d'usage, la standardisation des API entre OD et PDP. Donc, tout ça, c'est un groupe de travail dont Esquire fait partie. Et la prochaine commission, c'est le 16 juillet. Donc ça, c'est une des infos qu'on a eues la semaine dernière. Suite à cette commission-là, mais il y aura certainement d'autres spécifications et d'autres précisions qui vont pouvoir sortir. Donc, on vous informera le moment venu. Mais voilà, la prochaine, c'est du coup dans moins d'un mois. On a ensuite la France qui est officiellement positionnée pour devenir autorité PayPal. Donc, c'est vraiment la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, qui prend en charge ce rôle-là d'autorité PayPal pour pouvoir faciliter l'interopérabilité entre PDP. Pour rappel, PayPal, c'est un tuyau dans lequel on va faire transiter des formats de données. Donc, on peut avoir du PayPal avec du XML, du BL, du C2I, enfin tous les formats dont on parle actuellement. La grosse information qu'on a eue sur la journée chez Esquire, ça va être au niveau de l'annuaire. Donc, cet annuaire-là, dans lequel les entreprises vont devoir déclarer quel PDP elles veulent choisir pour recevoir et émettre leurs factures. Cet annuaire est bien en phase de test uniquement entre PDP depuis mars. Donc, on parle bien de phase de test. Donc, Esquire fait évidemment partie de cette phase de test. Et ce qui a été précisé, c'est que les entreprises vont être obligées de remplir un formulaire normé pour pouvoir déclarer leur PDP. Donc, ça ne va pas être au cas par... Enfin, ça va pas être si simple que ça d'aller déclarer une PDP. Ça ne va pas se faire en remplissant un formulaire Internet chez tel ou tel éditeur. Donc, il faut vraiment que l'entreprise remplisse un formulaire, déclare quel PDP elle veut utiliser. Et elle a jusqu'au 30 août 2026 pour déclarer sa PDP. Comme on démarre en septembre 2026, bon, il faut que ce soit déclaré bien avant. Donc 30 août 2026, bien déclarer sa PDP. On peut changer de PDP. Il n'y aura rien de compliqué dans ça. Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui il y a un client qui déclare une PDP X, puis au fil du temps ça ne fait pas l'affaire, on veut changer, on veut ajouter, on veut pour X raison modifier cette PDP, ça va se faire depuis l'annuaire et ça ne sera pas compliqué. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire. On n'est pas bloqué avec tel ou tel PDP. On peut vraiment changer et avoir plusieurs PDP. Donc ça, c'était la grosse information qu'on voulait rééclaircir aujourd'hui. Et puis, pour ceux qui seraient encore un petit peu inquiets sur le report de la réforme, on a bien refait le focus là-dessus. Le calendrier est respecté, les efforts continuent et les travaux sont très très bien lancés. Il y a eu une intervention de la DGFiP semaine dernière chez Esquire qui nous a bien confirmé la tenue du calendrier et qu'il n'y aurait pas de report, que là maintenant on était au point de non-retour et que du coup on était bien bon sur les échéances dès septembre 2026. Pour ces prochaines échéances, justement, donc fin juin 2025, donc c'est-à-dire d'ici la semaine prochaine, l'ouverture officielle du service annuaire pour pouvoir démarrer les certifications et expliquer qu'on veut tel ou tel PDP. Courant octobre, donc après la rentrée, on aura la livraison du service de concentrateur de données, donc le fameux PPF, pour les PDP en phase de test uniquement. Donc pour l'instant, c'est les phases de test. Fin 2025, les immatriculations officielles de PDP, donc en décembre. Jusqu'à cette date-là, les PDP sont immatriculés sous réserve de remplir toutes les spécifications. Février 2026, on aura une phase pilote de ce PPF avec les entreprises des PDP volontaires pour commencer à tester les phases d'envoi, de réception des factures, voir comment tout ça fonctionne, donc avec les entreprises volontaires. Et puis septembre 2026, c'est le début de l'obligation. Et donc, pour rappel, c'est une date au plus tard. C'est-à-dire
qu'à septembre 2026, il ne faut pas commencer à réfléchir à comment on va mettre en place quelque chose. Il faut que ce soit mis en place parce que on aura comment dire, une tolérance de 3 mois. L'État aura une tolérance de 3 mois passé septembre 2026 pour que tout le monde soit en ordre. Mais bon, passer ces 3 mois-là, ça va direct partir sur des amendes et des choses comme ça. Donc, il vaut mieux s'y prendre dès maintenant. Au niveau de la roadmap, donc ça va en intéresser beaucoup d'entre vous qui nous posent la question. Donc, à date, c'est vraiment une roadmap focus EBP sur la fin d'année chez nous, chez Floa. À date, ce qu'on a de disponible, c'est la connexion à la comptabilité EBP on-premise. On travaille dès maintenant, on est en phase de test sur les ajouts de fonctionnalités à l'assistant de paramétrage. Pour rappel, l'assistant de paramétrage, aujourd'hui, on l'a sur la facture fournisseur pour paramétrer les dossiers, pour aller mettre en place les sociétés, etc. On va ajouter des fonctionnalités à cet assistant de paramétrage, que ce soit côté demande d'achat, pour paramétrer plus rapidement la demande d'achat, côté workflow, donc table d'utilisateur, et puis surtout côté facture client. Je sais que c'est attendu par beaucoup d'entre vous, donc c'est en cours. Ça devrait arriver d'ici la fin d'année. Et surtout, la grande attente, je pense, pour tous nos partenaires EBP, c'est la connexion également à la gestion commerciale, qui sera disponible d'ici décembre. Donc là, les spécifications sont faites. On est en phase d'atelier pour finaliser les premiers développements, voir ce qui manque. Donc, on aura certainement besoin de vous, chers partenaires EBP, pour ceux qui le souhaitent, pour être bêta-testeurs de cette connexion-là, gestion commerciale, toujours sur la partie on-premise, donc pour faire du rapprochement de la gestion de facture avec commande. Donc ça arrive d'ici la fin d'année. On reste dans le on-premise. J'anticipe votre question. Est-ce qu'on va être connecté à l'environnement EBP SaaS? Aujourd'hui, l'éditeur EBP ne nous permet pas de nous connecter, n'a pas donné assez d'API, en fait, de connexion API, pour qu'on puisse aller se connecter à la comptabilité et faire ce qu'on veut en gestion commerciale. Donc, n'hésitez pas à aller discuter avec votre commercial EBP également pour faire remonter ce point-là et qu'on ait assez d'éléments pour pouvoir travailler ensemble. Voilà, j'anticipais les questions que je pense vous aviez tous. Je vous propose de laisser la parole à Claude maintenant, qui va vous montrer concrètement comment on va traiter une facture sans commande dans EBP, enfin dans TEDSCR, pardon, pour faire de l'écriture en comptabilité dans EBP. Et puis qui vous montrera aussi, alors sur un environnement Sage, mais la partie facture avec commande qui sera le même périmètre exactement sur la connexion avec la gestion commerciale EBP. Et comme on est en cours de développement encore, on ne peut pas vous le montrer dans l'environnement EBP, mais il faudra juste imaginer que le Sage, c'est de l'EBP. Voilà. C'est bon pour toi, Claude? Merci, Leïla. Oui, c'était très clair. C'est toujours intéressant d'avoir ces dernières informations. Et on va passer au concret. Alors, je vais prendre la main. Hop. Et je vais partager mon écran. Voilà. Donc là, on doit être parfaitement réglé. Alors, attendez, Voilà. Pardon, excusez-moi, je réglais le retour que j'avais de la caméra. Donc, comme Leïla vous le précisait, donc mon objectif est de vous montrer un petit peu l'interaction que nous avons entre EBP et Esker. Alors aujourd'hui, nous cantonnons au périmètre comptable, uniquement sur le périmètre comptable. Le périmètre gestion commerciale arrive à grands pas et je sais que c'est un sujet qui est prégnant et qui intéresse beaucoup de nos partenaires, mais surtout de leurs clients. Alors, l'écran que vous avez sous les yeux est un écran, c'est le tableau de bord du comptable. Donc le comptable, c'est le premier acteur qui, j'allais dire, entre dans la danse, si je peux parler ainsi, dans le traitement de la facture fournisseur. Donc ce tableau de bord relate un certain nombre d'éléments avec une partie supérieure des compteurs. En partie basse, on va trouver des widgets qui vont prendre différentes formes suivant les données à analyser. Et ces widgets sont mis à jour au fil de l'eau, évidemment, et peuvent être modifiés, amendés au gré des demandes de l'entreprise. Tout comme les listes, on va pouvoir créer autant de listes, créer des tableaux de bord spécifiques pour des groupes d'utilisateurs, etc., etc. D'ailleurs, regardez, on en a plusieurs utilisateurs et on a même des tableaux de bord et on a même un tableau de bord pour la facture électronique
électronique. C'est-à-dire que toutes les factures qui vont arriver de la PDP du fournisseur, eh bien, on sera en capacité de récupérer les flux. D'accord, c'est déjà actif chez Esker et finalement, il n'y a pas de sujet là-dessus. Hein. Il n'y a pas de sujet de compatibilité. Esker est déjà présent et ça fonctionne déjà. Alors, je vous propose de prendre en charge une facture hein, qu'on a reçue d'un fournisseur et peut-être que la question que vous vous posez, mais comment les factures arrivent? Bien, majoritairement, les factures vont arriver par un email, par un transfert d'email. Hein. Vous recevez l'email dans la messagerie, vous faites un transfert vers un canal entrant dans Esker. Ça peut être une facture reçue par courrier. Eh bien, on va scanner, on fait un scan to mail, hein, toujours avec l'objectif de diriger la facture vers le système. On va traiter cette facture-là, d'accord, qui arrive de ce fournisseur, qui a été transmise par email. Côté droit, la facture, le visuel, le PDF, d'accord. Côté gauche, les données techniques. Partie supérieure, on va trouver les différentes pages qui comportent la facture, puisqu'on peut traiter les factures de plusieurs pages, bien évidemment. Et il sera tout à fait possible aussi d'ajouter des pièces jointes. Imaginez qu'une facture reçue d'un fournisseur porte sur un contrat particulier, un contrat de traitement d'une prestation. Eh bien, on saura le faire hein, et on saura ajouter une pièce jointe. Là, on est aujourd'hui sur une facture sans commande, donc aussi appelée facture de frais généraux. Bientôt, vous aurez l'accès à la facture avec commande. C'est ce que je vous montrerai tout à l'heure côté 7G100, d'accord, puisque c'est déjà actif dans ce module 7G100. Parcourons un petit peu cet écran. Le code journal dans lequel va se déverser l'écriture comptable que je suis en train de traiter via le fichier PDF sur la partie droite. Très bien. En cliquant sur les trois petits points, j'accède au code journaux EBP. Je suis en liaison dynamique synchronisée à EBP. D'accord, il n'y a pas de latence, il n'y a pas besoin d'importer, exporter, d'attendre, quoi que ce soit. Non, non, c'est en temps réel et on est présent en temps réel. Le numéro de facture a été identifié tout seul par Esker. Il faut savoir qu'Esker aujourd'hui embarque un certain nombre de niveaux de traitement d'un flux facture hein, pour accompagner le comptable au mieux. Donc le plus bas des niveaux, c'est l'OCR. Hein, vous savez, on connaît tous l'OCR, hein, la reconnaissance des caractères, mais c'est le niveau le plus bas. Hein, donc c'est pouvoir décrypter un flux. Bon, ça, c'est fait, il n'y a pas de sujet. Ensuite, on va rajouter, j'allais dire, des couches comme sur un millefeuille. On va rajouter des différentes couches, le deep learning, et on va rajouter depuis peu l'IA, non pas depuis peu, depuis quelques temps déjà, Esker embarque de l'IA pour analyser le flux. Alors c'est pas une IA du marché, hein, c'est pas un chat GPT ni même un Mistral AI, on est bien sur l'IA d'Esker. Esker d'ailleurs a déposé un certain nombre de brevets hein, dans le process d'acquisition des factures fournisseurs et de façon générale de tout le traitement des flux reçus sur Esker. Donc, on parlera aussi des devis fournisseurs, on parlerait aussi des relances, etc. Donc, il y a tout un tas de flux pour lesquels l'usage de l'IA est aujourd'hui présente chez Esker. Alors, cette IA elle a pour vocation, évidemment, de simplifier le job du comptable. D'accord, c'est de lui simplifier la vie, c'est d'anticiper et c'est de lui faire des propositions. Ben, c'est cet enjeu-là, hein, d'où le traitement ici qui est déjà fait par rapport à la date de pièce, etc., qui a été trouvé automatiquement. Le fournisseur, lui aussi, quant à lui, a été identifié dans la base référentielle qui est EBP. Et regardez, on le voit sur la partie droite, on a une zone jaune ici qui donne le champ qui a permis à Esker d'identifier le fournisseur. C'est le numéro de TVA Intracom. OK? Donc, pour reconnaître un fournisseur, ça veut dire que les fiches fournisseurs doivent être à jour dans EBP. Hein, c'est une lapalissade, mais c'est une nécessité, c'est une obligation. D'ailleurs, je vous encourage tous à mettre à jour vos fiches clients, vos fiches fournisseurs, en renseignant la raison sociale, l'adresse postale, le pays du tiers, hein, qu'il soit client ou fournisseur, le SIRET, le numéro de TVA Intracom, les conditions de paiement, d'accord hein, tous ces éléments sont vraiment indispensables. Donc, dès aujourd'hui, on s'y met, on met à jour les fiches. Le montant TTC, quant à lui, a été identifié dans le pied du document. Donc ça, c'est Esker qui a fait le job. Sachez qu'il est tout à fait possible de changer la lecture d'Esker, parce qu'Esker hein, peut se tromper, hein, on n'est pas infaillible. Mais l'avantage de l'erreur, c'est qu'elle va nourrir l'IA. Et donc, l'erreur, elle sera faite qu'une fois, en gros. D'accord? Puisque la fois d'après, comment dirais-je, le moteur d'IA reproposera, d'accord, la modification
au niveau de l'utilisateur. Donc, Esker se nourrit finalement des actions de l'utilisateur. Alors, continuons. Donc, on retrouve ici le montant TTC, on retrouve le montant hors taxe qui, lui, va dépendre effectivement de la ventilation comptable des lignes de la facture, puisqu'on est d'accord, on est en train de transformer une facture en écriture comptable. Donc, on ne va pas saisir des stylos billes, on va saisir des comptes généraux, des comptes de charge. Donc, c'est bien ça l'idée. On va trouver ici les conditions de paiement, d'accord, avec une date de facture, ma foi, qui est un peu lointaine. Alors, on va la mettre un peu plus loin, on va la mettre en 2025, d'accord, la date d'échéance. Mais dans tous les cas, c'est la machine qui va le recalculer. Et on retrouve, au niveau des lignes, on retrouve la ventilation comptable, n'est-ce pas, qui a été opérée par par l'IA, qui est proposée par l'IA. Pourquoi? Parce que cette facture est rentrée plusieurs fois au gré de mes démos et je l'ai ventilé sur trois lignes de compte de charge, d'où la présence ici de ces trois lignes. Mais il est tout à fait possible de n'avoir qu'une seule ligne et on peut supprimer une ligne effectivement et l'avoir. Alors ce qui est assez étonnant chez Esker et ce qui est assez incroyable, c'est que pour un même fournisseur, suivant qu'il vous livre de la marchandise ou de la prestation, eh bien Esker est en capacité de reconnaître la nuance dans ces deux types de factures finalement et de vous proposer des comptes, d'accord, qui seraient des comptes d'achat dans le cas de marchandises et les comptes de prestation dans le cas de l'exercice d'un compte de la classe 62 par exemple. Ok. Et ça, c'est Esker qui le fait tout seul, y compris pour un même fournisseur. C'est tout à fait bluffant et c'est tous les apports de l'IA et de ce savoir-faire d'Esker qui existe depuis de longues années. Donc la ligne, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver des éléments ici. On va voir, tiens, il y a des éléments de TVA aussi qui peuvent avoir, vous voyez, il peut y avoir des écarts de TVA. Ça arrive parfois, hein. D'ailleurs, on le voit ici, on a un petit solde de 1 centime. Alors on peut mettre un seuil de tolérance qu'Esker va traiter. Et là, en fait, on a fait un calcul par le biais du code de TVA qui remonte de BP. Alors oui, je vous l'ai pas dit, mais ça, je vous imaginez bien, les comptes généraux, ils viennent de BP, hein. Je fais une lecture directe à EBP. Donc, si le compte n'existe pas, si je fais un compte 60, là, tous les comptes sont ici, sont accessibles. Si je crée le compte dans EBP, que je l'appelle immédiatement après, il est accessible dans Esker. Connexion permanente, synchrone, mais jamais de réplication de base. On ne réplique pas les comptes généraux. Donc là, typiquement, c'est un exemple auquel vous devez être confronté. J'ai un écart de 1 centime. D'ailleurs, Esker, vous voyez, il le mentionne ici sous la forme d'un rectangle orange. On peut tout simplement dire, je vais calculer, je vais adapter à la main. D'accord? Je vais adapter à la main parce que ça m'intéresse d'adapter à la main pour caler à la facture du fournisseur et à la méthode de calcul. Ça tombe bien parce que si j'ai des bons souvenirs, la TVA, lorsqu'on déclare la TVA, on arrondit si j'ai bon souvenir. Donc, ma foi, si on fait sauter quelques centimes ici pour caler à la facture du fournisseur, bon, ce serait sans conséquence. Autre sujet qui peut être intéressant aussi au niveau de ces lignes, c'est la ventilation analytique. Alors, suivant les dossiers, on va utiliser ou non cette possibilité qui est proposée par EBP au niveau comptable. Eh bien, on aurait aussi la possibilité d'accéder et de retrouver les sections analytiques accessibles ici même. Donc, le comptable a besoin de ventiler. Sachez que ces éléments font partie de l'auto-apprentissage. L'auto-apprentissage, c'est ce que je vous ai montré, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, c'est la capacité, d'accord, c'est la capacité de pouvoir se nourrir des actions et se rappeler de ce qui a été fait. Et donc, c'est vraiment un enjeu. Donc, tous ces éléments font partie de l'auto-apprentissage, donc que va reproduire Esker lorsque les factures vont arriver. Alors, continuons, si vous voulez bien, sauf s'il y a des questions. Je vois qu'il y a quelques questions, donc on verra tout à l'heure. Alors, sur la partie basse, on va trouver des éléments qui peuvent être utilisés dans les entreprises ou pas. D'accord? C'est la notion de workflow, c'est ce qu'on voit en bas. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte de cette facture-là, Esker a identifié qu'il fallait faire appel à un contrôleur, d'accord, qui s'appelle Carole, qui, une fois le contrôle effectué, ça reviendra chez Jean. Donc, je m'appelle Jean, puisque je traite ma facture, et ensuite, on ira chez David, l'approbateur. Alors, ces notions de workflow, c'est à l'usage, évidemment, et j'allais dire, au bon vouloir de l'entreprise qui va utiliser Esker. Il n'est pas question de l'imposer, il n'est pas question d'obliger un quelconque workflow. En revanche, il est tout à fait possible de le paramétrer. Et donc, ça permet de caler à un besoin de contrôle, de suivi, de validation. Et là, pour le coup, on est sans aucune limite. Donc, des workflows qui vont se calculer en fonction du montant de la facture, des workflows qui vont se calculer en fonction de la typologie du fournisseur. Bah oui, pour tous les fournisseurs qui me vendent des fournitures de bureau, eh bien, à ce moment-là, je vais peut-être faire appel au responsable des moyens généraux qui va contrôler que mon stylo bille et
mon paquet de post-it correspond bien à une commande ou correspond bien à une réalité. D'accord? Donc, ça, ce sont des éléments que l'on va positionner de façon dynamique en fonction de ce que veut faire l'entreprise. On peut mettre plusieurs contrôleurs, plusieurs approbateurs, plusieurs niveaux. OK? Donc là, ce que je vous propose, on pourrait éventuellement enlever l'approbateur, on pourrait laisser le contrôleur, vous voyez, le comptable, et on peut même lui laisser la possibilité de construire un workflow. C'est-à-dire que le comptable, on lui laisse toute autonomie, d'accord, pour dire, bah oui, j'ai cette facture-là, mais je vais faire appel à un collègue, d'accord, pour m'aider à contrôler. J'ouvre volontairement cette liste pour vous montrer que tous les utilisateurs de l'entreprise peuvent être, tous les salariés ou collaborateurs de l'entreprise peuvent être des utilisateurs Esquerre. Nous, ce qui nous intéresse et ce qu'on va vous facturer, ce sont des flux, pas des utilisateurs. Donc, on ne parlera jamais de licence utilisateur. Vous pouvez créer 200 utilisateurs, vous ne serez pas facturé de quoi que ce soit. Vous serez facturé des flux consommés. Combien j'ai traité de factures? Et c'est ça l'unité de mesure, l'unité de facturation d'Esquerre. Donc, pas de sujet sur les ERP, vous savez, on se dit combien d'utilisateurs, on grappille l'utilisateur de trop pour s'éviter une petite facture, mais non, du coup là, on n'est pas dans ce contexte-là du tout. Alors, donc là, on peut avoir des utilisateurs qui sont identifiés, Carole, Anna, Alice, mais on peut avoir aussi des groupes d'utilisateurs. Tiens, j'ai le groupe des acheteurs. Donc, un groupe des acheteurs contiendrait plusieurs personnes, plusieurs utilisateurs. Premier arrivé qui contrôle pour tous les autres. D'accord? Notion de groupe, notion d'utilisateur. Cette notion de groupe est assez intéressante et tout à fait puissante pour le coup. Allez, on va enlever ces notions-là, d'accord, d'approbation, voir si je ne clique pas comme il faut. Voilà, pardon. Alors, le comptable, parmi les boutons auxquels il peut accéder sur la partie basse, il peut écarter. Donc, écarter, c'est la mise sous le coude. Je la mets de côté. Je l'écarte du process. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avoir une précision. Donc, j'ai de l'attente. OK, je la mets à l'écart. Le comptable, il peut la rejeter. Rejeter, il y a le mot jeter. Je jette à la poubelle, je l'extrais du process. En gros, je ne peux pas la supprimer. Le mot supprimer n'existe pas chez Esquerre. D'accord, on la rejette. C'est le rejet. Je la mets à la poubelle. Mais en tout cas, je garde une trace de sa venue. Je peux la resoumettre, d'accord. Et puis sur le document, je vais pouvoir éventuellement aussi faire quelques petits commentaires, facture pour le service marketing, d'accord, qui va opérer. Je peux mettre des petits post-it en disant regardez, attention le prix, etc. Donc ces commentaires que vous allez pouvoir, qui vont suivre, la facture tout au long de son cycle de vie et qui seront tout à fait identifiables. Alors, je rebondis sur une question qui m'est posée. Y a-t-il des limites dans le nombre d'acteurs? Non, pas de limite dans le nombre d'acteurs, non plus dans le nombre de contrôleurs que l'on pourrait appeler. Pour un exemple, on a un client en Suisse qui, pour les factures de plus de 60 000 euros, d'accord, a besoin de 7 contrôleurs successifs. Il y a 7 personnes ou 7 groupes de personnes qui vont contrôler pour, au bout du bout, on comptabilise la facture. D'accord? Donc voilà, c'est des process qui peuvent être complexes dans certaines typologies de factures ou de fournisseurs. On est bon? Allez, on va simplement, tiens, pour la repérer, on va mettre -EBP là au niveau du numéro de facture. Ça vous va? Parce que l'idée, c'est de l'avoir dans EBP quand même. Allez, on la comptabilise. Donc la comptabilisation va générer l'écriture comptable au sein de BP. C'est bien ça l'idée, hein. Donc c'est de pouvoir transformer un document, un fichier PDF lisible dans un BP. Alors à ce comptable, on va lui donner, au-delà des tableaux de bord, on va lui donner un certain nombre de listes, d'accord? Ces listes qui peuvent se manifester sous la forme de compteurs, hein, d'accord? Mais que l'on va retrouver ici, vous voyez, on a énormément de listes. On a des factures à approuver, à comptabiliser, en attente de paiement, payées, en attente, écartées, contrepassées, etc. On a des listes et j'allais dire que chaque utilisateur pourra avoir sa batterie de listes. Et c'est tout à fait possible d'avoir une liste, d'accord, la liste de toutes les factures, je ne sais pas, dont le montant est supérieur à 10 000, mais on les met dans une liste spécifique. Et donc ça, finalement, c'est accessible, c'est positionnable sur le tableau de bord et ça peut être tout à fait pratique et pertinent. Donc là, vous voyez, je vous présente la liste de toutes les factures et ce qui me permet de vous montrer que notre facture, vous voyez, elle est en cours, d'accord, elle est en cours, mais
Voilà, elle va être bientôt terminée et surtout, ce qui m'intéresse, vous voyez ici, j'ai un identifiant, j'ai un identifiant, c'est l'identifiant de l'ERP, c'est-à-dire que c'est un GUID, c'est un numéro unique de l'écriture qui est passé dans EBP. On y va, c'est la 581 526. Pour cela, je vais dans EBP. Ah, ça c'est le statut de tout à l'heure. Il est où mon EBP? Il est ici. Voilà. Donc là, je suis dans EBP, d'accord, qui a accueilli ma facture. On va dans quotidien. On ouvre juin 2025. Je clique 2 fois. Vous vous rappelez, ma facture, là, c'est la 580. Tiens, ma facture, elle est là. D'accord? Donc, elle est bien positionnée dans le journal précisé tout à l'heure. On va retrouver les éléments du compte, les 3 comptes comptables ventilés, le compte de TVA qui regroupe évidemment les lignes. Donc on a tous ces éléments qui apparaissent avec un libellé paramétrable accessible, un numéro d'identifiant unique. Ce numéro, c'est le numéro d'identifiant unique Esker. D'accord? Puisque Esker, quand il a envoyé la facture d'un EBP, cette facture elle a un numéro parce que la facture dans Esker elle va être archivée. Elle va être archivée à valeur probante. D'accord? Ça veut donc dire qu'elle aura une valeur juridique et elle pourra être produite dans le cas d'un contrôle, dans le cas de l'usage de la piste de l'audit fiable. Certains d'entre vous peut-être ont déjà entendu parler de ce mot barbare, donc pour justifier de l'état d'une facture. OK? Donc le document est bien arrivé dans EBP et finalement on a fait de la compta sans le savoir, puisqu'un opérateur peut tout à fait prendre en charge des documents depuis EBP sans savoir qu'il fait de la compta au bout du bout. La seule chose qu'il doit savoir peut-être c'est les comptes comptables, mais comme Esker fait le boulot à sa place, finalement tout le monde peut faire de la compta. Voilà, donc ça c'est le côté facture sans commande. Donc j'alimente les journaux en comptabilité et je facilite le travail du comptable par cette possibilité de simplement transformer un visuel en une écriture comptable et surtout en conserver la validité juridique aussi, puisqu'il y a une validité juridique. La suite du procès de cette facture-là, quel va-t-il être? L'idée, c'est que cette facture va être payée. C'est le minimum qu'on doit faire auprès d'un fournisseur. Et cette facture comptablement, pour manifester ou pour manifester le paiement, eh bien on va faire un traitement comptable qui s'appelle le lettrage. D'accord? Donc dans EBP, on va lettrer. On va lettrer une facture avec plusieurs règlements ou l'inverse, plusieurs factures avec un règlement, enfin peu importe. Dans tous les cas, on va lettrer. Tous les soirs, depuis Esker, on va lancer un processus qui va interroger l'état de chacune des factures au regard du lettrage. Et si on trouve que la facture elle est lettrée, on va lui attribuer, on va la changer de liste, on va dire qu'elle est payée. Et donc elle va apparaître dans la liste des factures payées. Voilà, donc là c'est un mauvais exemple, puisque je j'ai jamais lettré une facture d'un EBP, c'est vrai que j'aurais pu le faire, mais l'idée c'est de pouvoir remonter cette info pour alimenter le statut du lettrage. C'est intéressant cette notion de paiement, puisque au regard de la réforme de la facture électronique, il va falloir échanger avec les PDP, et donc le statut du règlement est un des points essentiels. Donc, prenez l'habitude de mettre votre lettrage à jour, d'accord, dans votre logiciel comptable. C'est pas une obligation, c'est plus qu'une obligation, puisque c'est comme ça qu'on va communiquer des éléments de paiement. Voilà. Donc la facture, c'est bien alimenté. On garde la trace depuis Esker de ce numéro unique. Depuis EBP, on aura le document. Alors, certains déjà posent la question, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'on a, non pas de question. Donc le document n'est pas répliqué, c'est-à-dire qu'on n'a pas le PDF d'un EBP. Pourquoi on n'a pas? Tout simplement parce que c'est coûteux en poids, puisque c'est des octets que l'on va stocker. En revanche, ce qu'on prévoit de faire, qui n'est pas actif ici, c'est de pouvoir associer le fichier, un lien internet, d'accord, directement pour le retrouver. Donc on a ce numéro d'identifiant unique et on saura rattacher le numéro internet. Alors s'il y en a qui savent où je peux le voir, ça, je crois que c'est documents associés, c'est ça. Ah si, il y est là, pardon. Mais vous voyez, c'est corrigé pour le coup, tiens. On a une erreur d'un côté, mais un fonctionnement de l'autre. C'est-à-dire que sur la ligne d'écriture EBP, on a le lien pour consulter, d'accord, pour accéder aux documents dans Esker. D'accord, on a des deux côtés. Et le document, il est archivé dans Esker, pas dans EBP ni ailleurs, puisqu'il va être archivé 11 ans ou 10 ans pour satisfaire à l'obligation fiscale française. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour de passe-passe. Y a-t-il des questions
au regard de, oui, je vois qu'il y a une question sur la partie analytique. Oui, dans Esker, on va traiter l'analytique tel que je vous l'ai montré, d'accord? Alors, c'est pas Esker qui gère l'analytique, c'est votre dossier comptable paramétré en analytique qui va être accessible à Esker, ok? Donc, c'est plutôt cet inverse-là. Donc, si vous avez de l'analytique dans EBP, eh bien, vous pourrez ventiler votre écriture comptable au moment du traitement de la facture. Est-ce que j'ai d'autres questions? Alors, une question qui est faite par rapport des droits pour consulter les factures. Alors, ce qu'on nous dit, d'accord, imaginons, oui, parce que je ne vous ai pas montré, parce que c'est important, mais vous l'avez peut-être vu, Esker est multi-société, vous voyez, on a US01, FR01, EBP Démon, etc. On est multi-société, d'accord? Bon, multi-société, ça veut dire que peut-être ça peut être pertinent que tout le monde n'ait pas accès à tout. Vous voyez, hein, alors je vais montrer, vous voyez, on a plusieurs sociétés. D'accord, on peut avoir beaucoup de sociétés finalement. Donc l'idée, c'est de traiter les accès. Qui a droit de voir quoi? D'accord, alors il y a toute une stratégie effectivement qui permet de définir par le biais de groupes l'accès aux documents et ainsi travailler en silo. J'ai des comptables qui ne verront que les factures de une ou plusieurs sociétés. J'ai des comptables qui verront toutes les factures de toutes les sociétés. D'accord? Le principe de base dans tous les cas d'un Esker, c'est si je suis dans le workflow, je peux consulter la facture. Si je ne suis pas dans le workflow, je ne peux pas consulter la facture. Esker n'est pas une GED. C'est un outil de traitement de la facture fournisseur. Voilà. J'espère avoir répondu. Et continuons. Tac, tac. Ah, une question qui est posée, qui serait peut-être plutôt en lien avec la facture client, puisqu'on me parle de format, d'accord, de format Excel et de facture X. Alors, oui, il sera tout à fait possible. D'ailleurs, on l'a vu sur le tableau de bord, d'accord, de prendre en charge des factures qui seraient mises au format facture X. D'ailleurs, c'est le principe de la facture électronique France. Donc, si on envoie vers Esker une facture qui est déjà au format facture X, eh Esker ne va pas lire le PDF, mais va lire le fichier XML associé au facture X. D'accord? Donc, il n'y a pas de souci, effectivement. Donc, Esker traite, bien sûr, bien d'autres formats que le seul fichier PDF. Et de plus en plus, Esker peut être en lien avec d'autres formats de documents. On a de l'UBL, du C2I, du facture X, qui seront pris en charge par Esker en provenance de fournisseurs éventuellement. Allez, je vous propose maintenant de basculer sur Sedge 100, d'accord, pour voir une facture avec commande, voir comment ça se manifeste. Alors attention, je vais changer de sandbox. Donc une sandbox, c'est une plateforme de démo, n'est-ce pas? Voilà, et là, vous voyez, je me mets en Sedge 100. Voilà, c'est un portail qui nous permet de naviguer, de changer. Voilà, donc j'ai changé de connexion. Donc maintenant, je suis connecté à Sedge 100 et vous montrer ce qui va vous être proposé d'ici la fin de l'année par le traitement d'une facture avec commande. Vous remarquez que le tableau de bord n'est pas tout à fait le même que celui qu'on avait dans EBP, puisqu'on l'a modifié. OK? Donc ça va être modifiable par utilisateur, par groupe d'utilisateurs, par société. Enfin, voilà, tout ça, il y a beaucoup de choses possibles. Alors, je vous propose de traiter une facture, d'accord? On va traiter cette facture ici même, voilà. Cette facture qui est en provenance d'un fournisseur qui s'appelle Olala. D'accord? Donc le formulaire reste identique. D'accord? Donc côté droit, le visuel de la facture. OK? Côté gauche, les données techniques. Alors la particularité de cette facture, c'est qu'Esker a identifié qu'il s'agissait d'une facture avec commande. Alors comment a-t-il fait? Ben, tout simplement, sur la facture qu'on a reçue du fournisseur, on a trouvé une donnée qui était fort intéressante. C'est la référence, c'est mon numéro de facture lorsque je l'ai envoyé à Olala. C'est-à-dire que quand j'ai passé commande d'une bague, enfin non, de 10 bagues et de 10 colliers, d'accord, j'ai fait une commande dans EBP. Et cette commande, elle avait un numéro. Et je l'ai envoyé à mon fournisseur. Le fournisseur a procédé à la livraison. Moi, j'ai pointé la livraison, tout était nickel. Et ensuite, le fournisseur édite la facture pour ces 10 et 10 colliers et bagues. Eh bien, le fournisseur, s'il retranscrit sur sa facture mon numéro de commande, eh bien, Esker va le retrouver. Et donc, va interroger le référentiel de commande et de réception d'un EBP. Et donc, voilà ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on présente ici, vous voyez, les lignes. D'accord, on retrouve la commande en question. On pourrait retrouver toutes les commandes, d'accord,
toutes les commandes du fournisseur en question, parce qu'il pourrait y en avoir plusieurs. Donc là, c'est filtré. Là, c'est celle qui m'intéresse, puisqu'il y a vraiment une correspondance parfaite. D'accord? Donc c'est tout à fait intéressant. Et ensuite, on va voir les postes, c'est-à-dire qu'on va rentrer, on veut consulter le détail. Et donc ce détail-là, j'interroge, vous voyez, j'interroge la partie gestion commerciale. Je vois que ça a été livré en 2 fois. Je vois que j'ai le BL52, le BL53. D'accord? J'ai ma commande de 10 et 10 a été livrée en 2 fois, en deux réceptions, pardon. Et j'ai bien 4 lignes, parce que j'ai un petit bout de la réception de la bague et du collier sur un bon de livraison et un petit bout de bague et l'autre petit bout de collier chat sur l'autre commande, sur l'autre réception. D'accord? Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est qu'Esker a rempli. Il a rempli non pas des comptes comptables, d'accord, mais il a rempli des lignes d'articles. Donc là, on est sur le référentiel article, c'est-à-dire qu'il a rapatrié le référentiel article tel qu'il était présent dans EBP. D'accord? Donc là, on a bien tous les éléments, les quantités par bon de livraison, etc. Bien évidemment, toute la partie supérieure est identique. Le code du fournisseur, il a été trouvé par le biais de son numéro de TV Intracom. On récupère des données ici même. Le montant de TTC lui a été trouvé dans le pied du document. En revanche, ce qui diffère de tout à l'heure, on avait des styles oubliés, tout ça. Mais là, on est vraiment sur les lignes. On travaille sur les lignes de facture. D'accord? Et là, pour le coup, certainement que dans cette G100, ici, alors j'ai oublié le numéro du bon de livraison. C'est le BL combien on a dit? D'accord, le BL52, le BL53. Donc dans 7, je dois avoir des bons de livraison. Donc dans EBP, j'aurai des bons de livraison. Bons de livraison. On a le 52, le 53, vous le voyez, le 52 et le 53, ils sont là. Hein. Donc j'ai bien ces 2 livraisons ici même, d'accord, présents. Bon, l'idée, évidemment, c'est vraiment de faire ce lien naturel, d'accord, et qui soit opéré par la machine. Donc de fait, qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais confirmer, d'accord, lorsque je vais confirmer le document par une comptabilisation, et vous voyez, on retrouve ici la notion d'approbateur, etc. Donc on pourrait aussi avoir des exceptions, donc ça c'est important. Dans le cas où il y en aurait une exception, par exemple le fournisseur vous facture plus, le fournisseur vous facture moins, d'accord, il peut s'être trompé dans les quantités, eh bien on pourrait avoir des workflows d'exception. Ces workflows d'exception qui pourraient être différents suivant que le fournisseur se soit trompé en termes de quantité ou en termes de montant. Imaginez qu'il se soit trompé en quantité, je vais solliciter le magasinier. Parce que c'est le magasinier peut-être qui a mal fait son job. Il a mal reporté la réception dans l'ERP. En revanche, s'il y a une erreur de prix, ça pourrait être tout à fait l'acheteur. Alors, je vois qu'il y a une question qui est fort intéressante, mais on va boucler le temps qu'on va. On va procéder, si vous êtes d'accord, à la comptabilisation. Alors, le mot est peut-être un peu galvaudé. C'est pas une comptabilisation au sens comptable débit-crédit, mais c'est un sens pour dire, je vais créer la facture fournisseur dans l'ERP connecté. Donc, j'y vais. Allez, c'est parti. Donc, on va lancer la comptabilisation. Alors, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Est-ce que j'ai cliqué? Allez. Voilà, j'ai pas cliqué, donc c'est forcément, ça peut pas marcher. Alors, une question m'est posée concernant un cas particulier. À savoir, j'ai une commande et une réception qui est faite dans un ERP qui n'est pas connecté. D'accord? Donc, on a évoqué Sage. Donc, aujourd'hui, on est connecté avec Sage 100, Sage FRP 1000, Sage X3. D'accord? EBP, Business Central et Penny Lane. Donc, nous sommes connectés aujourd'hui avec ces 5 ERP. Donc, la question qui m'est posée, c'est de pouvoir, qu'est-ce qu'on fait dans le cas où on aurait les commandes et les réceptions qui seraient générées depuis un ERP qui n'est pas connecté pour le coup. Eh bien, c'est à étudier. Il faudrait voir quel est l'ERP et qu'est-ce qu'on peut récupérer de cet ERP comme document. Donc, ça, c'est à analyser, sachant que nous, on ne fait pas du spécifique, on ne travaille que dans du standard. D'accord? Et donc, ça peut être tout à fait intéressant de répondre, puisque d'un point de vue purement, comment dirais-je, purement simple, on peut travailler aussi par rapport à le traitement de l'import de ces documents pour qu'ils soient rapprochés. En revanche, ça créera des factures en compta. D'accord? Les commandes et les réceptions sont dans un ERP connexe et ça génère une écriture comptable dans un journal d'achat. Donc c'est à creuser, donc c'est à prendre contact.
Donc là, je voulais montrer la facture. Donc les documents ont dû être transformés, n'est-ce pas? Donc le document d'achat, vous vous rappelez, le bon de livraison 52, 52, 53, ben, ils y sont plus. Ah si, ils sont là. Tiens, vous avez vu? Donc on doit avoir une erreur. Mais c'est très bien, on va aller voir l'erreur. Donc le document ne s'est pas transformé. Il est où, mon document? Ben si, c'est le nom. Ah, pétard, vous savez où je suis pas connecté au bon dossier de gestion commerciale. La 204. La 204, je pense que je suis pas connecté au bon dossier de gestion commerciale. Alors ça, c'est un comble. On va essayer de la trouver, cette facture. Alors, on a pas mal de dossiers. Peut-être qu'on aurait ça. On va aller voir celui-là. Ma facture 204, est-ce qu'elle est là? Je l'ai pas là ici. Bon, je sais pas où elle est partie. Je sais pas dans quel dossier elle est. Pour ceux qui se rappellent, c'est l'effet Bonaldi. Hein. Non, c'est bien bijouté. Pourquoi je l'ai pas là? Et non, je l'ai pas. J'ai plus de critères. C'est pas filtré. Non, c'est pas filtré. Bon, je suis pas dans le bon dossier. Bon, je suis confus. Bon, tant pis, c'est les joies du direct, comme dirait l'autre. C'est embêtant quand même. Hein. Bon, alors peut-être on pourrait répondre aux questions. Alors Leïla, est-ce que tu veux nous rejoindre? Sauf s'il y a des questions par ailleurs. Donc la démo effectivement de la transformation, elle est. Est-ce que vous les connaissez celle-là? Tiens, j'aimerais bien vous montrer une transformation quand même. On est bien sur bijoux. Donc là, on a le même document. C'est le document 11. C'est la commande 11 qui a généré quoi comme bon de livraison? On va aller voir ça. En plus, c'est un cas tout à fait pertinent et intéressant, celui-ci. C'est mon bon de livraison 23. D'accord? Et mais si je ne suis pas sur le bon dossier, bah oui. Il est là, mon bon dossier 23. J'ai bien mon historique, ouais, on est là. Très bien. Alors, on va faire un petit passe-passe, là, on va faire ça. Check. Alors, particularité de cette facture, tiens. Donc, les lignes sont rapatriées de façon automatique parce qu'Esker a reconnu qu'il y avait une commande. Et pour autant, il y a des frais d'expédition qui se sont ajoutés. D'accord? C'est-à-dire que le fournisseur a ajouté des frais de livraison qui n'étaient pas prévus au moment de la commande. Donc ça peut être un cas qui est souvent rencontré. Et la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'on fait de ces frais de livraison? D'accord? Ou ces frais d'expédition comme des frais de traitement? Plusieurs façons de les traiter. Soit on fait un rejet complet. On dit, ben non, la facture est non conforme à la commande. Donc, hop, je renvoie. Je dis non, j'en veux pas de ça. Donc la facture, elle est rejetée. D'accord? Et par ailleurs, je fais une communication au fournisseur en disant non, je suis pas d'accord, ça correspond pas. Je peux l'écarter, d'accord? Et je pourrais dire en attente d'un avoir. Donc j'attends un avoir avant de la comptabiliser parce que c'est 180 €, je ne veux pas les payer. Ok? Autre mécanique, autre solution possible, c'est de se dire ouais, bon, ça vaut le coup, c'est bon de ces articles, c'est bon de, enfin, je les ai pas commandés, ces frais d'expédition. Eh bien à ce moment-là, je vais ajouter une ligne de poste. C'est-à-dire que le comptable, il intervient sur le document et il va accéder au référentiel. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, il rentre une nouvelle ligne. Il saisit une ligne et il va accéder au référentiel de l'ERP. Donc c'est une ligne de port, d'accord? Et il va compléter à la volée la facture, d'accord, du montant, d'accord, du montant. On a 150 €, c'est ça, 150 €, d'accord? On doit avoir un peu de TVA. C'est du D20 là pour le coup. Et je calcule ainsi, j'amende la facture. Je tiens compte de la modification qu'a opéré le client. Donc, je n'ai plus de solde. Je vais donc pouvoir la comptabiliser. Et éventuellement, j'aurais pu déclencher pour le coup, vous voyez, un workflow qui fasse appel à l'acheteur en disant est-ce que tu es d'accord pour contrôler
pour prendre en charge ces frais de port qui me semblent tout à fait justifiés. Donc ça va être un échange aussi, et c'est tout l'enjeu d'un workflow, un workflow d'exception, parce que là, il y a bien une exception. J'avais commandé tant, on me facture autre chose. J'ajoute une ligne, mais ça peut être tout à fait lié à un contrôleur qui apparaîtrait. Donc on va repérer cette fois que ce soit là, et deuxième coup d'essai, on va comptabiliser le document. Voilà, c'est parti. Alors, est-ce que j'ai des questions? Non, j'ai pas d'autres questions. Alors, l'analytique, on en a parlé, les droits, on en a parlé, on a bien des formats différents. Les formats UBL, oui, Patricia, c'est autorisé. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait à peu près tout. Ah, une question sur l'archivage. D'accord? Sur l'archivage des factures, donc une question qui est posée par rapport à l'archivage des factures. Au regard de la réforme de la facture électronique, est-ce que l'archivage sera toujours obligatoire? Alors, aujourd'hui, l'archivage, c'est pas qu'il soit obligatoire ou pas, c'est que vous devez être en capacité de transmettre une piste d'audit fiable. D'accord? Soit vous mettez tous les moyens pour justifier de cette piste d'audit fiable, pardon, auprès de l'administration fiscale qui viendrait vous contrôler, soit vous n'êtes pas en capacité de le faire. Donc l'idée, l'archivage, c'est de pouvoir justement satisfaire à un contrôle, d'accord, d'un organisme, d'un commissaire aux comptes ou d'autre chose, et c'est de pouvoir justifier de cette piste d'audit fiable. Le fait de l'archiver dans Esker, ben, vous garantit cette piste d'audit fiable, d'accord. Et là, pour le coup, vous n'avez pas à vous en préoccuper. D'ailleurs, hein, il y a tout un process, donc Esker en tant que tiers archiveur. Donc, sachez qu'il est facile d'exporter les factures, hein, ce qu'on appelle la réversibilité des factures. Donc, vous pouvez les extraire. Bah, je sais pas, vous voulez extraire toutes les factures du fournisseur, etc. Donc, vous cochez ici, vous voyez, je mets un critère, je sélectionne toutes les factures, je fais télécharger les factures, donc je les extrais du coffre-fort Esker en gros. Donc, c'est très facile d'intervenir sur un ensemble de documents pour les extraire, et lors de l'extraction, l'idée, c'est de pouvoir, on va le faire sur une, hein, lors de l'extraction, c'est de pouvoir rajouter à l'extraction le rapport de piste d'audit. D'accord? Donc, au-delà du PDF du document ou des PDF du document, c'est de justifier, d'accord, de la piste d'audit. Et donc là, ça crée un document PDF, ce document PDF, fichier zip, pardon, dans lequel on va trouver un ou plusieurs PDF correspondant au nombre de factures que l'on a sélectionnées. Et puis pour chacune d'entre elles, on aura la piste d'audit avec toutes les étapes, toutes les modifications, toutes les interventions de tous les utilisateurs qui ont été générées sur le document. Donc je vais ouvrir le document en question. Alors c'est dans le dossier téléchargement. Voilà. Ici même, donc je vous disais, donc c'est un fichier zip. On a le fichier PDF, d'accord, c'est le fichier PDF de la facture. Bon, là, c'est la justification du document. Alors, ça arrive de l'autre côté. Donc, le document, il est là. Bon, très bien, rien de particulier. Et ce qui m'est intéressant pour le cas de la piste d'audit, c'est ce fichier-là, d'accord, qui lui en relate et reprend la piste d'audit de ce document, hein, qui est l'ID unique chez Esker. Donc, on retrouvera différents niveaux d'empreintes numériques, d'accord, avec, vous voyez, la durée de l'archivage, avec des traitements, des éléments liés au numéro de facture, la date de la facture, etc. Et puis toutes les actions qui ont été générées par les différents acteurs qui seront intervenus sur le document. Vous voyez, il y a tout. Donc on a l'utilisateur 4, il a supprimé la ligne 4 du tableau de poste. D'accord. Donc il y a vraiment cette justification, et tout est évidemment tracé, et on a même les empreintes numériques de chacun des documents, de chacun des éléments. Alors, est-ce qu'on est bon sur l'archivage? Y a-t-il d'autres questions? Alors, c'était mon BL23, je dois être ici. Alors, ma facture, elle est où? Elle est là, ma facture. Est-ce qu'elle s'est comptabilisée? Ouais, regardez, elle est là. Ah, le deuxième coup a été le mieux. Donc, vous vous rappelez, j'avais ajouté EBP. Donc, ma facture, elle est bien là, et on trouve bien mes frais de port. D'accord? Donc, j'ai bien utilisé la mécanique
de gestion commerciale, de transformation des documents, d'accord, de bons de livraison à facture fournisseur. Et je retrouve aussi ici, je retrouve ici l'historique. Le lien me permet de vous montrer qu'on a accès au lien pour accéder aux documents. Ce sera la même chose dans EBP, n'est-ce pas? Et je ne sais pas s'il est possible de le faire dans EBP, d'accéder à l'historique de la transformation des documents. On avait le bon de commande qui a généré un seul bon de réception et qui lui a généré une facture. Voilà. Donc l'effet Bonaldi, c'est bon. On n'a pas eu le problème et ça s'est correctement généré. Merci Claude. Voilà ce que je voulais vous montrer cet après-midi avec Leïla. Il semble qu'on a une dernière question. On nous demande si, par exemple, un client ayant plusieurs sociétés, certaines sur Sage, d'autres en EVP, est-ce qu'il peut du coup avoir une seule solution? Ben, tout à fait. L'avantage de cette solution TEDxCare, c'est que peu importe finalement si les clients ont des sociétés sur 3 sociétés EVP, 4 sociétés Sage 100, 5 sociétés Sage X3, peu importe, on arrive à tout centraliser, à avoir une seule solution qui répond à tous les ERP, aussi bien sur la facture fournisseur que la facture client. Et pour récapituler, comme on a dit tout à l'heure, d'ici la fin d'année, connecté pour EVP, aussi bien en compta qu'en gestion commerciale. Pour rajouter juste sur l'archivage, donc le tarif de l'archivage est compris, nous, dans le tarif de traitement de la facture. Donc, il n'y a pas de surcoût pour bénéficier de cet archivage-là. C'est vraiment compris dans l'offre, tout le monde y a le droit. Donc, ça vous facilite la vie. Il n'y a pas besoin d'aller en plus chercher une solution qui ferait de l'archivage à côté. Tout est intégré dans l'offre TEDxCare. Je crois qu'on n'a pas plus de questions que ça. J'espère que c'était clair pour tout le monde. On va vous laisser continuer votre après-midi et puis partir en week-end surtout parce qu'on est vendredi après-midi surtout. Donc, on va en profiter et puis on vous dit à bientôt. Ouais. Attends, Leïla, il y a une question d'Hélène qui nous Oui. propose, qui nous demande s'il y a la connexion avec des API. Oui, effectivement, c'est les API de Sage via les objets métiers. D'accord? Et donc, on utilise pour chaque ERP la mécanique qui nous est proposée pour accéder aux données. Leïla, en préambule, tout à l'heure, a parlé de EBP SAS. Je crois qu'aujourd'hui, EBP ne nous donne pas l'accès. C'est ça, Leïla, où il n'y a pas suffisamment d'éléments accessibles aux API, c'est ça? Oui. Pour accéder. Donc, en fait, c'est l'éditeur qui ouvre ou qui décide d'ouvrir à l'extérieur ou pas. Voilà, c'est plutôt ça. Et donc, nous, on se conforme à ce que nous donne l'éditeur finalement. Et pour les questions de sécurité, Hélène, nous, on utilise en fait IO pour cette API multi-ERP. C'est une solution développée en interne qui répond aux normes de sécurité, qui est testée tous les 18 mois, et qui est utilisée dans des contextes. On a des clients qui travaillent avec des banques, avec de l'industrie, donc sur lesquels les enjeux de sécurité sont forts. Donc ça, sur demande, on peut faire passer la documentation inhérente à la sécurité concernant les connexions avec les ERP. On a tout ce qu'il faut. Il ne faut pas hésiter à nous demander. Je crois qu'on est bon. Allez. Merci. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à revenir vers Clémence ou vers moi si vous avez des questions, si vous voulez programmer des choses, s'il y a des besoins de précision, on reste disponible pour vous répondre comme d'habitude. Merci beaucoup. Bon après-midi, au revoir. Au revoir.